Voici la correction du devoir de physique-chimie numéro 1. Le premier exercice porte sur les ondes mécaniques. Première question, définir une onde mécanique. Voici une proposition de définition. Une onde mécanique, c'est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Deuxième question, cette onde est-elle périodique? Ici, il faut regarder sa représentation et on remarque qu'elle n'est constituée que d'une seule perturbation. On peut immédiatement répondre qu'elle n'est pas périodique. Question suivante. Calculer la célérité de l'onde. Pour répondre à cette question, il faut considérer plusieurs informations. La première, c'est que la perturbation arrive au point M à la date T1 égale 0,200 millisecondes. La seconde information correspond à l'échelle utilisée. Pour la déterminer, il faut utiliser votre règle et mesurer la distance ON. ON ici correspond à 4,2 cm sur le papier pour 1 mètre dans la réalité. On calcule la célérité avec la relation V égale OM sur delta T. On détermine OM à l'aide de l'échelle. Donc ici, on obtient OM égale 10,1 cm sur le papier. Il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. V égale 10,1 sur 4,2, ça c'est pour OM, fois 0,200, ça c'est pour la durée delta T. On obtient une célérité de 12 mètres secondes moins 1 en considérant les chiffres significatifs. Question suivante. Avec quel retard taux par rapport à ON, l'onde arrive-t-elle au point N? Nous avons les informations distance parcourue jusqu'au point N et la célérité de l'onde. Il n'y a qu'à appliquer la relation entre le retard, la célérité et la distance ON. Donc le retard est égal à ON sur la célérité. L'application numérique nous donne 1 sur 12, soit un retard de 0,083 secondes. Ensuite, pendant quelle durée la position du point N est-elle perturbée? Il faut utiliser ici la relation entre la durée, la vitesse et la distance entre le début et la fin de la perturbation, qui est ici. Donc, notre relation nous donne delta t est égal à la distance sur la célérité. La distance est donnée par 2,1 sur 4,2, c'est toujours la même échelle, et la célérité, on a vu précédemment qu'elle était de 12 mètres par seconde. Ça nous donne une durée de perturbation de 0,042 secondes. Ensuite, représenter l'allure du mouvement du point N au cours du temps sur l'axe ci-dessous. Alors, pour représenter l'allure du mouvement du point N au cours du temps, il faut d'abord observer la perturbation. Si je veux observer la perturbation, elle est là, ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que par rapport à sa position d'équilibre, le point N va commencer à descendre et ensuite à passer au-dessus. Alors, on note également que le mouvement commence à la date t égale 0,08 secondes et qu'elle a une durée de 0,04 secondes. Donc, elle commence ici et elle s'arrête là. Donc, la perturbation va avoir cette tête-là. Le point N va avoir ce mouvement-là. Il va commencer à descendre, puis à monter. Voilà. Deuxième partie, dans l'océan. Alors, pour résoudre la deuxième partie de l'exercice, il faut commencer par relever la fréquence de l'onde progressive sinusoïdale, qui est de 23 Hz, et identifier que sur la photo, on observe des longueurs d'onde. Alors, une nouvelle fois, il va falloir utiliser une échelle de mesure. On mesure la distance de la double flèche. On obtient alors que 5,8 cm correspondent à 14 cm. Ensuite, on mesure la distance de 9 longueurs d'onde et non la distance de la cuve. Alors 9 longueurs d'onde, c'est pour minimiser les incertitudes. On obtient 9 longueurs d'onde qui est égale à 5,3 cm. Bon, ensuite, on n'a plus qu'à calculer la célérité qui est donnée par la relation célérité longueur d'onde fois fréquence.
et à faire l'application numérique. 5,3 c'est la longueur de 9 longueurs d'onde, divisé par 9 pour se ramener à une seule longueur d'onde. Fois 14 et divisé par 5,8, ça c'est pour l'échelle, multiplié par 23 pour la fréquence. Ce qui nous donne une célérité de l'onde de 0,32 mètres par seconde. Troisième partie, le pot de yaourt. La troisième partie, on vous demande, à l'aide du document 2, déterminer la célérité V de l'onde sonore dans le fil. Alors, le document 2 nous donne accès à deux informations. La distance entre le point A et le point B, on appelle D, et le retard du point B par rapport au point A. On va donc utiliser la relation suivante, célérité égale distance sur retard. Alors, pour avoir accès au retard, on utilise l'oscillogramme. Il faut compter le nombre de divisions qui séparent la détection de la perturbation à la date T1, c'est-à-dire ici, et la perturbation à la date T2, c'est ici. On voit qu'il y a 4 divisions. La sensibilité horizontale nous permet de trouver le retard et de faire l'application numérique. On a donc la célérité qui est égale à 20 pour la distance entre A et B, fois 4 fois 5, 10 moins 3, c'est-à-dire le retard. On obtient une célérité avec le bon nombre de chiffres significatifs du haut 5 ici, qui est de 1 fois 10 puissance 3 mètres seconde moins 1. Question suivante. Dans le document 3, justifiez que la courbe en pointillé correspond bien à la voie 2. Donc on parle bien de la courbe en pointillé, ici, avec la flèche sur la voie 2. Bon, alors, la perturbation transporte de l'énergie du point A vers le point B. Durant le parcours, elle perd de l'énergie. Il est donc normal d'observer une plus petite amplitude sur la voie 2. On nous demande ensuite de définir la longueur d'onde d'une onde sinusoïdale. Bon, alors là, je vous propose deux définitions possibles. La première, une longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde pendant une durée égale à la période de la source vibratoire. Ou bien la longueur d'onde est la plus petite distance séparant deux points du milieu dans le même état vibratoire. Question suivante. À l'aide du document 3 et en détaillant clairement la méthode utilisée, déterminez à nouveau la célérité de l'onde. Alors, le document 3 nous donne accès à la longueur d'onde et à la période de cette onde. On utilise donc la relation V, célérité, égale longueur d'onde sur période. On déduit la longueur d'onde du texte d'introduction qui dit « Lorsqu'on éloigne les points B du point A, on constate que les signaux se retrouvent dans la même configuration pour les valeurs de distance D égale 25 mètres, D égale 30 mètres, D égale 35 mètres. Donc la longueur d'onde est par définition de 5 mètres. On détermine la période grâce à l'oscillogramme. Une perturbation, ici, va correspondre à 5 divisions. La sensibilité horizontale est de 1 milliseconde par division. Il ne reste plus qu'à faire l'application numérique, c'est-à-dire V égale 5 sur 5 fois 1 10 puissance moins 3, ce qui nous donne une célérité, une nouvelle fois, qui est de 1 fois 10 puissance 3 mètres par seconde, ce qui est cohérent avec la question précédente. Exercice numéro 2. Un son peut en masquer un autre. Première question, déterminez la hauteur du son joué par le piano. Expliquez votre raisonnement. Alors, il faut commencer par interpréter la question. La hauteur du son joué par le piano correspond à la fréquence fondamentale du son. Il faut savoir que toutes les harmoniques sont des multiples de la fondamentale, donc la fondamentale a une fréquence de 0,25 kHz. Question 2. Déterminer le niveau d'intensité sonore minimale pour qu'un son de fréquence 800 Hz soit audible en présence d'un son masquant de fréquence 1 kHz et de niveau sonore 55 décibels. Pareil, ici il fallait choisir la bonne figure, c'est-à-dire la figure 2. Repérer les 800 Hz sur l'axe des abscisses et son ordonnée correspondante, c'est-à-dire 40 décibels. Question suivante. Effet du masquage lors du passage du train. Alors, ici, on vous dit, l'orateur ne se rapproche pas, mais parle plus fort. Là où se trouve l'auditeur, le niveau d'intensité sonore est de 70 décibels, déterminé s'il perçoit le son. Alors ici, il faut utiliser les informations données dans le texte d'introduction.
le niveau d'intensité sonore minimale audible de la parole en présence du train est égal à 60 décibels, quelle que soit la fréquence. On nous dit que le niveau d'intensité sonore ici est de 70 décibels, donc l'auditeur peut bien percevoir le son. Question 4. Si l'orateur ne parle pas plus fort mais se rapproche de l'auditeur, à quelle distance de l'auditeur devra-t-il se placer pour être audible? Justifiez les étapes de votre raisonnement. Alors, je vous propose une correction, mais ce n'est pas la seule. Nous disposons des informations suivantes. À 1 mètre, le niveau d'intensité sonore est de 50 décibels. Et l'expression de I devient I égale K, puisque D égale 1. Nous avons également l'information, niveau sonore 2 égale 60 décibels. C'est le niveau sonore à partir duquel on va pouvoir entendre l'orateur. Ensuite, je décide dans un premier temps d'exprimer le niveau sonore 2 en fonction du niveau sonore 1 et de la distance D. Je pars de la définition de L2, qui est ici. Je remplace I2 par son expression, c'est-à-dire K sur D au carré, et je garde le I0. J'utilise le fait que log de A fois B, c'est log de A plus log de B. Je passe à la ligne 3. Et là, je vois apparaître l'expression de L1. Donc, je remplace cette partie-là par L1. Et j'obtiens LE égale L1 plus 10 log de 1 sur D carré. Ensuite, j'ai plus qu'à déterminer D. Donc, je vais passer par l'expression de 20 log de D. Et une fois que j'ai l'expression de 20 log de D, je peux trouver la distance D. Et on obtient une distance de 30 cm. L'exercice numéro 3. Cet exercice de diffraction est extrêmement classique. Question 1. Fresnel exploite le phénomène de diffraction de la lumière par un fil de fer. Le diamètre du fil a-t-il une importance pour observer le phénomène de diffraction? Si oui, indiquez quel doit être l'ordre de grandeur de ce diamètre. Donc effectivement, pour observer le phénomène de diffraction, le diamètre du fil a son importance et il doit être de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de l'onde incidente. Pas la peine de nous mettre des valeurs, ce qui nous intéresse, c'est le fait que ce soit du même ordre de grandeur que la longueur d'onde incidente. Pour la question suivante, on nous demande ici d'appliquer le fait que tangente θ est égale à θ pour les petits angles. On va déterminer tangente θ grâce au triangle vert qui est ici. On va avoir tangente θ qui va être égale à L sur 2, c'est la moitié de la tâche centrale, divisé par D, soit θ égale L sur 2D. Ensuite, on nous demande de donner la relation liant θ, lambda et A. Ça, c'est une question de cours. On a donc θ égale lambda sur A. Ensuite, on trace la courbe θ en fonction de 1 sur A, montrer que la courbe est en accord avec l'expression attendue. Question 3, donc en accord avec cette expression-là. Ce qu'on voit d'un premier abord, c'est que nos points sont alignés, que c'est une droite qui passe par l'origine. On a donc les grandeurs qui sont sur les axes qui sont proportionnelles. Donc ici, θ et 1 sur A sont bien proportionnels. La relation précédente nous montre également que θ et 1 sur A sont proportionnels et que le coefficient de proportionnalité, c'est lambda. On a donc la conclusion que θ et 1 sur A sont des grandeurs proportionnelles, que ce soit en passant par ici et en passant par la représentation graphique. Donc, ces deux modélisations sont cohérentes. Question suivante, en utilisant la figure 2, déterminez graphiquement la longueur d'onde lambda de la lumière monochromatique utilisée. Alors, il s'agit ici de déterminer graphiquement le coefficient directeur de la droite de proportionnalité, puisque le coefficient directeur correspond au coefficient de proportionnalité qui est ici lambda. Pour ça, on doit choisir un point de la droite et on fait le rapport des coordonnées. Donc je choisis ce point-là de la droite puisque c'est le plus pratique. Je vais avoir lambda égale θ sur 1 sur A, qui est égal à 2 10 puissance moins 2, ici, divisé par 3,5, 10 puissance 4, ça me donne un lambda de 6 soit 10 puissance moins 7 mètres. Finalement, les résultats précédents seraient-ils modifiés en remplaçant un fil de diamètre A par une fente d'épaisseur A? La réponse est non.
Les résultats précédents ne seraient pas modifiés en remplaçant un fil de diamètre A par une fente d'épaisseur A, puisque le phénomène de diffraction apparaît dans le cas d'un obstacle ou d'une fente de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de l'onde incidente. Voilà pour la correction.